Un petit rappel, puis il ne suffit pas de remonter très loin, c'était il y a déjà 4 ans, été 2008, la crise sous la forme de faillite de banques en cascade aux États-Unis, puis de crise de l'euro en Europe, déferlée sur le continent, et depuis, boum badaboum, ça n'arrête plus, les entreprises licencient, les gouvernements se dotent de traités, ou essayent en tout cas pour ficeler leur budget, le mécontentement en guette, la révolte gronde, la peur s'installe. Mais au fait, n'y a-t-il déjà pas 30 ans au moins que l'horizon semble s'assombrir? Quand une situation s'installe à ce point dans le temps, s'immisce dans les moindres recoins de la société, le terme même de crise a-t-il encore un sens? Penser la crise et chercher les moyens d'en sortir, économistes, intellectuels, politiques, s'y attelle depuis longtemps. Pas plus tard qu'hier, le Conseil des ministres examinait un projet de loi visant à créer une banque publique d'investissement pour soutenir les entreprises françaises. Et puis voilà, sonner musette que dans le monde daté de ce jour, le président de la République, devant une assemblée de journalistes européens, annoncer la sortie de crise de l'euro. Nous en sommes prêts, tout prêts, à la façon de Sacha Guitry, disant « Je suis contre les femmes, tout contre à victoire ». Donc nous avons choisi ce matin de vous proposer une réflexion peut-être plus philosophique qu'économique sur la crise, encore que les choses sont liées avec ce point de départ. La crise ne sera peut-être pas un état passager et risque donc bien d'être sans fin. C'est ce que vous écrivez, c'est le titre en tout cas de votre dernier ouvrage. Myriam Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, spécialiste des champs de droit, de morale politique, professeur des universités à l'École pratique des hautes études, enseignante en Sciences Po. Et puis je disais badaboum patatras, quand on lit votre livre, on se dit la crise n'a pas 4 ans, la crise n'a pas 30 ans, elle a 3 siècles. Bah, on est mal sorti alors. Oui. 3 siècles. Hein. Enfin, elle a 3 siècles si, on consent à revenir véritablement sur ce que c'est que cette notion de crise, et si on consent surtout au fond, à mesurer l'usage, qui en est fait constamment aujourd'hui. La crise, avec un L majuscule et un C majuscule, à ce que c'est véritablement qu'une crise au sens propre du terme, parce que là, il faut remonter aussi à l'étymologie. Et effectivement, le propos de François Hollande, nous sommes tout près de la sortie de crise, avec un autre vocabulaire qui est le vocabulaire de la guérison, guérir l'Europe, peut-être... Parce qu'aujourd'hui, Libération, voilà, l'Europe sur le point de mourir guérie. Oui, parce que il y a toujours le terme de guérison qui surgit. Mourir, revivre, guérison. Donc on en revient inconsciemment, sans doute. Au langage médical. Au langage médical qui est à la source même de la notion de crise. Parce que la crise, ça vient du grec crisis, et c'est utilisé essentiellement dans le vocabulaire médical, aussi dans le vocabulaire judiciaire, dans la politique et historique, mais dans le vocabulaire médical, et ça désigne le moment qui est le moment extrême, le moment paroxystique, où à la fois la situation est très très grave, on est très malade, mais on est tellement malade qu'il va y avoir une issue, soit une issue fatale, c'est un moment qui va nécessairement se dénouer du fait de son caractère exceptionnel, qui va se dénouer soit vers la vie, soit vers la mort. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire que à l'idée de crise au sens, originel, au sens étymologique du terme, est attachée l'idée de sortie de crise. Il n'y a pas de crise sans sortie de crise, ne serait-ce que une issue mortelle. Il n'y a pas de crise sans décision. La décision qui est la décision de la sortie de crise du point de vue du pronostic, mais aussi la décision que prend le médecin quand il formule un diagnostic et qu'il propose un traitement. Ouais. Voilà, bon. Et puis, il y a aussi l'idée très intéressante qui est que la crisis en grec, ça veut dire aussi le filtre, le tamis, c'est-à-dire le jugement, qui va donner le mot critique. C'est-à-dire, en fait, il faut apprécier ce qui vaut la peine d'être gardé, ce qui vaut la peine d'être... donc, au sens étymologique, c'est le tamis par lequel on fait passer, le grain pour support. Donc, quand on emploie le mot crise, théoriquement, est contenu dedans presque, au fond, sa solution fut-elle vers le chaos. Là, visiblement, dans la crise sans fin, vous dites que ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on n'en voit pas la sortie. Ce à quoi on assiste maintenant, c'est un usage du terme qui est une véritable, je dirais, inflation
par rapport au sens originel, parce qu'on ne dit plus les crises dans tel ou tel domaine. Oui, c'est la crise. La crise. Hein. Même L les économistes. A majuscule, d'ailleurs. Voilà. C'est pas la crise économique ou la crise financière, c'est la crise. Et alors, on englobe là-dedans des registres aussi différents que la crise de la famille, la crise de l'autorité, la crise d'adolescence, la crise du couple, enfin n'importe quoi, bon, d'une certaine façon. Ce qui fait que ça a gagné en extension, si je puis dire, et puis alors le sens lui-même s'est dilué, et cette idée même d'une crise qui serait une crise permanente, d'abord c'est presque un non-sens. C'est un oxymore, vous dites. Surtout un oxymore, parce que est-ce qu'une crise permanente c'est encore une crise, bon. Et puis surtout, on voit le renversement de toutes les significations qui caractérisaient la crise à l'origine. La crise n'est plus un moment, mais elle est devenue un état. La crise n'est plus liée à la décision, elle est liée à l'indécidable, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas quelle décision prendre. Et puis alors, cet usage de la crise n'est pas vraiment accompagné d'un sens critique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque alors, attendez, mais Myriam Revaud-Dallon, donc vous débarrez votre livre comme cela, cette crise, elle a tout de même 300 ans. Alors, si on compte, on se dit quoi, que vous associez finalement cet état de crise permanent aux Lumières et à la Révolution française? J'associe la notion de crise prise au sens, propre du terme, non pas au sens, au sens plus qu'élargi, mais au sens généralisé qu'elle a maintenant, à la naissance de la modernité. La modernité, à la fois la modernité intellectuelle, rationnelle, et aussi la modernité politique. Bon, les Lumières, quoi. Un petit peu avant, même. Le XVIIe siècle, on peut dire Descartes. Oui. On peut dire Descartes, on peut dire la Révolution... La pré-Renaissance, oui, Descartes. Voilà, on peut dire la Révolution galiléenne, aussi la Révolution galiléo-copernicienne. C'est-à-dire le fait qu'à un certain... Il y a un retrait ou un reflux de la transcendance, une perte de la transcendance, c'est-à-dire des garanties qu'offrait le divin, et l'homme moderne est en quelque sorte un homme qui est livré à lui-même et qui doit réinventer les critères et les normes de son existence. Alors je cite à un moment un très beau passage de Kundera, de l'art du roman, parce que c'est un passage très concret où Kundera raconte comment Don Quichotte, donc ça date véritablement de la pré-Renaissance, sort de sa maison et puis il ne reconnaît plus rien. Il ne reconnaît plus rien dans le monde et il se trouve affronté à une multitude de positions, une multitude de valeurs qui se combattent les unes les autres, qui sont des vérités relatives, et non plus une vérité absolue qui était la vérité garantie par le divin. Et donc il y a à ce niveau-là déjà une véritable crise par rapport à ce que j'appellerais les fondements de l'existence, les fondements de la vérité, les fondements... Et ça vaut aussi... C'est-à-dire quoi? Que les modernes, en cherchant la vérité, en l'établissant, notamment avec la question des progrès, on va dire, de la science, ont aussi, au fond, introduit une notion d'instabilité, voire de crise. Absolument. Parce qu'en fait, c'est régime sur lequel nous sommes toujours aujourd'hui. D'une certaine façon. Alors, la question, c'est de savoir si nous sommes... Mais ça veut dire que vous niez complètement... C'est quoi? C'est une vue de l'esprit, notre façon de parler de la crise, ou tout de même... C'est-à-dire qu'il y a un usage... il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un usage... en partie, non pas illégitime, mais le fait, si vous voulez, que nous utilisions la crise comme ça à tout bout de champ, comme un singulier collectif, fait que la nécessité d'expliquer les choses se renverse. Parce qu'on on finit par dire, c'est la faute à la crise. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il s'agit d'expliquer, c'est un certain nombre de problèmes gravissimes, aussi bien sur le plan économique que sur le plan financier, que sur le plan des valeurs. La réalité sociale, oui, voilà, la réalité sociale, la réalité politique, les conflits, le chômage, la réduction, par exemple, de l'anthropologie maintenant à un homo economicus, enfin toutes sortes de problèmes qui sont des problèmes cruciaux, et tout ça, c'est recouvert par cette espèce d'explication qui est la crise. Alors que, au fond, ce qu'il faudrait expliquer, c'est les figures que recouvre cette dénomination générale. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que d'une certaine façon, l'instabilité à laquelle l'homme moderne est confronté, elle est structurelle. Elle est structurelle, non pas du tout
que ça serve à expliquer ou à accepter tout ce qui se passe aujourd'hui, mais que la rupture avec les fondements, la rupture avec le passé, la rupture avec la tradition, telle que la revendique la modernité, avec la philosophie des Lumières, avec la Révolution française, parce qu'il s'agit aussi de sociétés qui sont des sociétés qui prétendent s'auto-instituer elles-mêmes par le consentement des individus. C'est-à-dire, on parle des théories du contrat, et qui ne tirent plus leur légitimité précisément de ce qu'on appelait l'ordre théologico-politique ou bien d'une ultime vérité divine. Donc ça conduit à quelque chose comme une sorte, je dirais, d'instabilité, à la nécessité d'instituer de nouvelles normes pour l'orientation, pour l'action, pour la réflexion. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on constate que c'est l'idée de progrès qui vient conforter l'orientation de l'homme moderne dans son action. Et l'idée de progrès vient en quelque sorte se substituer en avant aux garanties qui précédaient l'action humaine. Et donc, désirant le progrès, voulant le progrès, l'homme ne s'est pas rendu compte qu'il l'installait aussi dans la crise. Je ne sais pas s'il ne s'en est pas rendu compte, parce que certains philosophes s'en sont parfaitement rendus compte. Par exemple, vous citez Kant, beaucoup, voilà, je pense à Kant. Kant dit constamment que le progrès est une idée consolante. C'est très intéressant comme expression, parce que dire que l'hypothèse du progrès est une idée consolante, ça veut dire qu'on se console ou qu'on essaye de se consoler par rapport à une perte, qui est la perte du divin, la perte de la transcendance, qui est une perte irrémédiable. C'est la perte irrémédiable d'une espèce de garantie ultime qui conforterait une unique vérité ou une action. Et une sorte de ligne droite ascendante. Exactement. Alors, alors, dire que c'est une idée consolante, c'est dire en filigrane que l'inquiétude est permanente. Que c'est une idée consolante par rapport à, au fond, une perte qui n'est jamais comblée et qui engendre au fond, une inquiétude, une réflexion permanente, une réflexion sur soi, une réflexion sur sa propre position. Parce que moi, je parlerais à ce moment-là, je dirais plutôt que d'une crise telle que nous en parlons maintenant, d'une inquiétude permanente qui est recouverte en partie seulement, par cette hypothèse consolante du progrès. Mais cette inquiétude permanente, alors Myriam Revaud-Dallon, est-ce qu'elle rejoint, et inquiétude que l'on saisit tout de même, que l'on voit, nous, trivialement, dans les papiers, les journaux, dans la rue, le métro, chaque jour, est-ce que cette inquiétude permanente renvoie aussi à quelque chose de plus grave, de plus inquiétant, qui serait une sorte de rejet de la démocratie, et qui renverrait, ou d'une mise en doute de la démocratie, ce qui renvoie d'ailleurs à votre précédent livre, pourquoi nous n'aimons pas la démocratie? Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs entre ces deux livres, celui-ci qui sort, qui est sorti en septembre, et le précédent, Crise sans fin, et pourquoi nous n'aimons pas la démocratie? Oui, d'une certaine façon, parce que au fond, il y a dans la démocratie quelque chose qui est de l'ordre de l'inachèvement. Qui est quelque chose de l'incomplétude. On peut opposer ça à des régimes, on a pu opposer ça à des régimes de type totalitaire, par exemple, qui promettaient une société entièrement réconciliée avec elle-même, la réalisation de la satisfaction sur Terre, la régénération d'un homme, la fabrication d'un homme nouveau, alors que d'une certaine façon, la démocratie, elle vaut... elle est nécessairement imparfaite. Elle est imparfaite et elle vaut par, au fond, une espèce de dynamique permanente qui n'arrive jamais, en quelque sorte, à son terme. Donc je ne dis pas ça pour justifier les errements de la démocratie, parce qu'il y en a aussi. Je dis que, d'une certaine façon, la question de la promesse ici, ou d'un temps sans promesse tel que nous le vivons aujourd'hui, n'est pas sans rapport avec le fait de l'inachèvement démocratique. Enfin, la promesse, regardez, la promesse du président de la République dans le monde, oui, c'est que nous sommes près de la sortie de la crise, tout près. Oui. D'autres disent la promesse, c'est le chaos. Oui, mais enfin, il dit pas que nous sommes véritables. Il dit que ça sera encore... Tout près. Quand on lit la suite, il dit que ça sera encore très difficile, on n'est pas tout à fait... Il y a encore des problèmes, il y a encore des difficultés. Et sinon, le chaos.
le chaos, oui, oui, si vous voulez, on peut dire les choses comme ça. C'est pas moi qui le veux, mais c'est comme ça que ça arrive souvent. Hein. Les crises se résolvent dans les guerres, mais nous verrons ça tout à l'heure en seconde partie avec vous, Myriam Revaud-Dallon, invitée des Matins de France Culture, qui est aussi chercheuse associée au CEVIPOF, me signale-t-on, cette France Culture. 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Dois-je vous appeler docteur ce matin ? C'est un titre que j'ai jamais obtenu, vous savez que j'ai raté, j'ai jamais fini mon doctorat, j'ai passé 6 ans dessus et, ça arrive à et des là, gens il dort toujours dans un placard. C'est à vous. Depuis le XVIIIe siècle au moins, la crise était censée être un moment, une étape vers un nouvel ordre des choses. Une instabilité passagère qui ébranlait les repères usuels, ruinait les valeurs établies, renversait les hiérarchies sociales, juste le temps d'installer de nouveaux repères, de fonder de nouvelles valeurs. Bref, un seuil à dépasser, comme chez Hegel par exemple, l'Aufhebung. Après quoi un nouvel ordre stable se mettait en place, jusqu'à la prochaine crise, au nouvel ébranlement provisoire de l'ordre des choses, débouchant à nouveau sur une refondation. Et l'histoire progressait ainsi par étapes, de crise en crise, toujours vers le meilleur, sur la voie du perfectionnement et de la liberté. C'est au moins sur ce fond, sur ce discours progressiste que nous avons vécu depuis que nous sommes entrés en histoire, durant l'Antiquité avec Thucydide, comme vous nous le rappelez. Depuis que les Grecs, les premiers, ont pris conscience que l'homme ne subissait pas une histoire écrite par les dieux, mais qu'il avait le pouvoir de faire son histoire et d'en trouver le sens. Mais voici que la crise s'éternise, qu'elle ne semble plus porteuse d'un renouveau radical, mais se contente de saper sans rien construire. Nos sociétés se délitent, le politique semble ne plus maîtriser aucune des manettes du destin collectif, on ne voit plus rien se dessiner sur la ligne d'horizon. Nous avons le sentiment d'être placés dans un interrègne interminable. Il devient de plus en plus difficile de penser l'histoire que nous faisons, d'où le soupçon, magnifiquement décrit par feu Philippe Muret, que nous serions de fait sortis de l'histoire. Pour Muret, notre postmodernité s'épuisait à mimer de manière dérisoire la geste héroïque des anciennes révoltes, mais sans plus y croire, de manière parodique. Elle aplatissait toutes les différences, refusait toute forme, toute distinction, noyant tout ce qui la précédait dans un magma d'insignifiant recyclage. Nous avions plongé dans une société de réjouissance et l'homo festivus n'aspirait plus qu'au spectacle. Muret aimait citer cette phrase de Koyev « L'histoire s'arrête quand l'homme n'agit plus au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il ne nie plus, ne transforme plus le donné naturel et social par une lutte sanglante et un travail créateur. » Fin de citation. Cette nostalgie des temps héroïques, de l'époque prométhéenne, elle nous paraît bien suspecte aujourd'hui car nous savons qu'elle se paye en milliers puis en millions de morts. Est-ce une raison de se satisfaire de notre éternel présent ? Mais puisque vous aimez Octavio Paz, j'aimerais vous soumettre à votre commentaire un texte qui date des années 60, puisqu'il figure dans le recueil intitulé « Courant alternatif », mais qui me paraît d'une brûlante actualité. Je cite « En Occident et dans les pays développés, c'est l'interrègne. Rien n'est venu remplacer les anciens principes, la foi ou la raison. La société occidentale coupée du passé et lancée vers un futur toujours insaisissable vit au jour le jour. Son abondance matérielle et intellectuelle ne saurait masquer son essentielle pauvreté. Elle dispose du superflu, mais l'essentiel lui manque. Son être a disparu par un trou sans fond, le temps qui a perdu sa consistance de jadis. Le vide s'annonce comme désorientation et celle-ci comme mouvement. C'est un mouvement qui, du fait qu'il est sans direction, ressemble à une immobilité frénétique. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Myriam Revaud-Dallon, vous êtes rentrée dans ce studio pour la deuxième partie en disant « Ouh là là, il va dire du mal, Brice Couturier, vous avez vu un peu ?» C'est un Brice Couturier hors crise. On l'aura changé. Myriam Revaud-Dallon. Oui, je pense que les problèmes que posait Brice Couturier sont tout à fait, d'une certaine façon, légitimes. Alors, sauf que effectivement, quand même. Non, c'est pas du tout un désaccord par rapport à ce qu'il dit. Quelque part. Non, c'est parce que je remarque qu'un certain nombre de constats sont des constats que beaucoup de gens partagent. Par exemple, l'interrogation de Philippe Muret, est-ce que nous sommes sortis de l'histoire ? Ou le commentaire de Kojève, l'histoire s'arrête quand l'homme n'agit plus. Toute la question, c'est la réponse qu'on donne à ces interrogations et les conséquences ou les conclusions ou les interprétations qu'on tire à partir de ces constats. Parce que, on peut répondre, nous sommes sortis de l'histoire, l'homo festivus
Gustavus. Bon, la position de Murray, c'est pas tout à fait la mienne. Hein, c'est même pas du tout la mienne. Bon, pour le dire en mots clairs, vous voulez dire que vous êtes moins conservatrice que Philippe Murray et Blaise Couturier, éventuellement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est que moi, je pense quand même que la question, sommes-nous sortis de l'histoire, est une question extrêmement intéressante. C'est la question du seuil d'époque. On peut la poser autrement. Au vu de toutes ces transformations qui affectent nos sociétés contemporaines, la question de l'accélération, la question de la désynchronisation des temps, bon, on peut se demander si nous sommes encore des modernes, si nous sommes à la pointe extrême de la modernité, dans une sorte de modernité paroxystique, ou bien si nous sommes sortis de la modernité, et personne n'est capable de répondre à la question. Hein, personne n'est capable de répondre à la question. Non. Et moi, je pense que la question n'est peut-être pas aussi fondamentale qu'on le croit, parce que il est possible, il est même probable que nous nous trouvions... Si on vous lit bien, elle n'est pas fondamentale, puisqu'elle c'est pas le bon mot, c'est-à-dire qu'elle est consubstantielle. Elle est, d'une certaine façon, elle est trop substantielle, tout à fait. Trop substantielle. Trop substantielle, et surtout, elle fait de l'histoire une espèce de continuum, une espèce de substance dont on pourrait, dont il s'agit avant tout d'assurer la continuité. Or, le problème, et puis surtout, c'est une question qui est trop proche de notre actualité, de notre présent. Un seuil d'époque, en fait, souvent, on ne le détermine qu'après. On dit, nous sommes trop... Alors, par exemple, la chouette de Minerve, hein. Bon, c'est voilà, exactement. qu'on comprend d'où on vient. Et par exemple, la multiplication des expressions du genre postmoderne, hypermodernité, ultramodernité, modernité tardive, aussi, seconde modernité. Donc il y a une prolifération d'expressions qui montre bien qu'on est dans l'approximation la plus complète. Et moi, je pense que la question fondamentale, c'est très évidemment d'analyser, d'essayer d'analyser le plus précisément, le plus rigoureusement possible un certain nombre de transformations, montrer que par exemple le type d'accélération, l'accélération frénétique ou l'immobilité frénétique ou l'immobilité fulgurante, ça ne ressemble pas à l'accélération qui caractérisait la modernité triomphante au XVIIIe siècle avec l'accélération du progrès technique. C'est autre chose. Mais à partir de là, la question n'est peut-être pas de prononcer un jugement définitif sur le fait que nous soyons... la question, elle est plutôt de nous donner des analyses rigoureuses qui nous permettent d'abord d'analyser les phénomènes et ensuite de voir comment nous pourrions effectivement en sortir ou comment nous pourrions les problématiser rigoureusement. En vous citant un auteur mexicain, Paz, je vous tendais une perche que vous ne saisissez pas. Alors je vais être plus précis. Vous savez, Sloterdijk a écrit cette phrase extraordinaire, Peter Sloterdijk, l'Européen est le retraité de la grande histoire. Moi je me demande si c'est pas le fait que la modernité, elle est encore là, mais qu'elle n'est plus européenne, qu'elle n'est plus occidentale. Ce n'est plus nous qui faisons l'histoire, ce sont les Chinois, les Brésiliens, les Indiens et les Arabes. Alors du coup, évidemment, nous avons un sentiment de dessaisissement, parce que jusqu'à présent, c'est nous qui orientions le monde dans la direction que nous souhaitions, qui était la nôtre. Peut-être simplement que nous sommes à nouveau dans une modernité, mais que simplement nous ne savons pas la lire, puisque nous ne sommes plus les acteurs principaux. Oui, Myriam Revaud-Dallon. Pardon, ça c'est tout à fait possible, effectivement, c'est que nous ayons un point de vue beaucoup trop local, si je puis dire, ou beaucoup trop restreint, par rapport à un phénomène que très souvent nous n'arrivons pas à appréhender non plus, qui est la question de la globalisation. Et nous savons très bien que la globalisation n'est pas du tout un phénomène, c'est pas du tout un processus homogène, puisqu'en même temps qu'il y a une uniformisation d'un certain nombre de modes de vie, il y a en même temps une exaspération des singularités et des différences. Mais moi, je suis quand même extrêmement frappée par le fait que, au fond, un certain nombre de grands penseurs du 19e siècle, je pense par exemple à Tocqueville ou à Chateaubriand, avaient déjà, au fond, perçu cette espèce de gap, cette espèce de fossé dans lequel se trouve, au fond, l'homme moderne, aussi du point de vue de sa subjectivité, pris entre un passé qui lui échappe complètement et un avenir qui lui paraît totalement insaisissable. L'espace d'expérience et l'horizon d'attente, pour reprendre la métaphore de Koselleck que vous aimez bien entre l'espace d'expérience, entre l'ensemble des acquis dont nous disposons et un futur qui nous paraît totalement indéterminé, et qui en plus n'est pas déductible du passé. Oui, mais le retour de Tocqueville, d'Abery, que vous citez, je la cite cette phrase. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. T majuscule.
Voilà, et donc il y a une autre phrase à peu près contemporaine qui est la phrase de Chateaubriand, à peu près à la même époque, dans l'esprit du christianisme, où il dit notre époque se trouve complètement écartelée entre un passé, comment dire... Oui, mais à cette époque-là, vous avez aussi Marx, vous avez aussi Hegel, vous avez aussi Condorcet qui vous disent que l'histoire a un sens et que nous savons vers où elle va. Aujourd'hui, personne. Non, mais ce qui est très intéressant, justement, c'est qu'à cette époque-là, il y a encore des positions alternatives. Voilà, ça c'est très intéressant. Il y a encore du conflit, il y a des... il y a de l'autre. Il y a de l'autre, il y a des positions alternatives qui s'affrontent, mais ces positions alternatives, elles sont toutes, d'une certaine façon, déterminées par la perception qu'elles ont de l'avenir. C'est-à-dire que quand on dit à ce moment-là, il y a des conservateurs ou il y a des progressistes, on voit très bien que ça a un sens par rapport à une dynamique historique. Or maintenant, la chose qui nous paraît difficile à penser, et je ne crois pas que ce soit un problème de décadence ou de retrait européen, je pense que cette question de l'incertitude de l'avenir, c'est une question beaucoup plus générale. C'est-à-dire que avec le reflux ou avec le retrait de l'idée de progrès, en tout cas de l'idée de progrès généralisé, nous sommes privés en quelque sorte d'une orientation dans l'histoire, où nous sommes privés de la possibilité de nous donner une orientation vers un futur dont nous savons que nous ne pouvons pas le préfigurer. Alors moi justement, mon idée ce serait quand même d'essayer d'assumer quelque chose de cette incertitude. Oui, mais Myriam Revedon, pardonnez-moi de vous interrompre. Vous parlez d'incertitude. Alors moi, si je vous ramène à la trivialité des temps présents et que je regarde l'actualité très trivialement, mais enfin c'est comme cela, c'est aussi dans ce monde-là que nous vivons. Je ne vois plus d'incertitude. Je vois du désespoir. Et la promesse éventuelle du chaos. Si je prends ce titre de Libération d'aujourd'hui, l'Europe sur le point de mourir guérie, où la une, l'austérité m'a tué, et que l'on voit les mouvements de populisme, les mouvements qui tout de même dans l'Europe du Sud et du Nord mettent en jeu les questions démocratiques dont on parlait, et qui donnent l'impression du coup que le passé, comme disait l'autre, n'éclaire plus l'avenir. C'est pas de l'incertitude qui nous guette, c'est encore une fois le désespoir, et donc qui sait peut-être le chaos. On sait les prophètes qui dans le monde disent pour sortir de la crise, il faudra passer par le chaos, donc par la guerre. Regardez 29. Oui, mais et donc la Seconde Guerre mondiale qui a suivi. Oui, absolument. Mais quand je parle de l'incertitude, vous faites quoi de cela? Quand je parle d'un avenir incertain et de la nécessité de considérer autrement un avenir incertain, ça ne veut pas dire que je m'installe dans l'acceptation du désespoir, des inégalités, des injustices. Ce qu'il faut faire, c'est au contraire prendre à bras le corps une politique qui assumerait cette incertitude. Oui, mais on est plus au temps de Machiavel, le gouverner c'est prévoir. Est-ce qu'on ne peut peut-être pas adopter telle quelle, aujourd'hui, la formule de Machiavel quand il disait gouverner c'est prévoir, parce que la temporalité, le temps politique auquel se trouvait affronté Machiavel n'est plus le nôtre. Or, la difficulté fondamentale, c'est qu'au fond, pour Machiavel, le politique pouvait encore, avait la capacité d'infléchir l'action humaine, de s'orienter à long terme, alors qu'aujourd'hui, on constate effectivement que la politique est beaucoup plus réactive qu'elle n'a de capacité d'initiative. On réagit aux flux financiers, aux catastrophes écologiques, il y a la pression du temps médiatique aussi. Et puis on y réagit au millième de seconde maintenant. Voilà, exactement. Donc en fait, il y a un problème, c'est ce que j'appelle le problème de la désynchronisation du temps long qui est nécessaire à la politique et des temps courts qui, en même temps, alors quelquefois il faut prendre des décisions, rapidement et à court terme, mais il ne faut pas que ces décisions rapidement et à court terme se substituent à des visées politiques qui sont des visées à long terme. Donc quand je dis l'incertitude, c'est pas une manière d'avaliser le chômage, la précarité, la flexibilité, c'est pas du tout ça dont je parle. Parce que je pense au contraire qu'une certaine manière de parler de la crise, comme on le fait maintenant en général, comme d'un état permanent, non pas dissimule des réalités auxquelles nous sommes affrontés, comme celle dont vous parlez, le désespoir. Mais empêche de penser la complexité. Mais empêche de penser la
la complexité et empêche d'appeler les problèmes par leur nom. Alors, regardez, tout à l'heure, en fait, il n'est pas parti du studio, Étienne Klein, pour sa chronique Le Monde Selon, où vous êtes croisés. Étienne Klein avait envie de rester, et comme la radio est un média simple et pas compliqué, j'ai dit à Étienne, mais écoutez, restez, vous mélangerez. Je vais rester pour écouter. Vous mélangerez au débat, et à la partie débat. Mais cela dit, nous allons faire justement un petit détour. Nous avons été intrigués, intéressés par la page Grand Angle des Échos d'hier, où au fond on fait parler de la situation actuelle, ces questions de crise, au paléo-anthropologue Pascal Pic, qui organise à partir du 19 et jusqu'au 21 octobre à Paris à la Sorbonne un colloque, une table ronde intitulée de la propriété à l'usage vers une économie du partage. Je voulais leur demander au fond comment lui justement envisager ces questions-là de crise en tant qu'en paléo-anthropologue. Pascal Pic au téléphone avec Tanguy Bloom. Lorsqu'on évoque la crise d'un point de vue philosophique, on a l'impression que c'est quelque chose d'anormal par rapport à ce qu'on avait connu. Non, ça s'appelle des ruptures. En science, ça s'appelle des changements de paradigme. Il y a d'abord des événements qui n'ont rien à voir avec nos actions. Ça s'appelle des catastrophes naturelles. Et la deuxième raison pour laquelle il y a des crises, c'est que nos succès amènent à des crises. Il va falloir qu'on relise quand même M. Malthus. La crise qu'on a actuellement, c'est que le modèle de progrès qui a fonctionné ne fonctionne plus. Le succès qu'on a connu depuis 50 ans, aboutit à une saturation des possibilités de marché ou d'utilisation de l'énergie ou des matières premières ou de la biodiversité. Et puis par ailleurs, ces crises sont aussi des questions de représentation. Il y a autre chose chez nous les hommes, c'est notre incompréhension en se disant « mais attendez, notre modèle a fonctionné ». Oui, mais quand on est darwinien, monsieur, c'est pas de savoir si un modèle a fonctionné. Quand on est darwinien, c'est de se dire à partir de quel moment ce qui a fait mon succès ne va pas suffire demain. Et à partir de là, on va pouvoir s'adapter. Mais si on refuse, si on fait de la crise une espèce de malédiction, quelque chose qui nous tombe dessus, et nous serions dégagés de toute responsabilité. Quand je dis responsabilité, c'est pas du moralisme, c'est pas la culpabilité, c'est la conséquence de nos actions. Mais le tout, c'est de le savoir, et à partir de là, de préparer de nouveaux changements qui nous permettent de nous adapter. Et là, on a besoin des intellectuels, des philosophes, des gens de littérature, des scientifiques, bien sûr, pour essayer de comprendre ce changement et ce qui se met en place. Pascal Pic, donc, qui au Collège de France anime une table ronde à partir de demain jusqu'au 21 octobre. Myriam Revaud-Dallon, et puis donc notre physicien aussi, Étienne Klein, je crois, vous interroger. Myriam Revaud-Dallon. Je suis tout à fait d'accord avec la première partie de l'intervention de Pascal Pic, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des changements de paradigme, il y a des ruptures, et c'est bien la question fondamentale que pose la notion de crise. Par exemple, la question, est-ce que nous sommes encore dans la modernité ou sortis de la modernité, ou est-ce que nous sommes affrontés avec les caractéristiques d'aujourd'hui à un changement de paradigme? Ça pose la question du rapport entre la rupture et la continuité en histoire. Bon, ça, je suis tout à fait d'accord. D'autre part, ce qui est tout à fait juste aussi, c'est que la crise, elle engage la représentation que nous avons de notre vécu. La crise, c'est pas quelque chose que nous appréhendons comme ça, comme une réalité extérieure. Nous la regardons pas comme ça. Nous ne sommes pas face au spectacle de la crise. Nous sommes nous-mêmes affectés par elle. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai insisté sur la métaphore de la crise plus que sur le concept. D'ailleurs, François Hollande a repris, sans doute inconsciemment, enfin je ne sais pas, peut-être consciemment, la métaphore de la guérison, la métaphore médicale. Donc, mais par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est quand il dit qu'il faut nous adapter. Ça, c'est très ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut nous adapter. Ça veut dire, est-ce qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont? C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous adapter, par exemple, économiquement, à des situations de précarité, de flexibilité. Est-ce qu'il faut nous adapter à la montée des injustices? Est-ce qu'il faut nous adapter au fait que les inégalités croissent? Enfin, parce que l'homme s'est toujours adapté. Myriam Revaud-Dallon, vous diriez un anthropologue, la plasticité humaine. Moi, je ne suis pas, anthropologue, et je ne suis pas non plus, je pense qu'il y a quand même que la question fondamentale de l'action humaine ne consiste pas seulement à s'adapter, mais d'une certaine façon, aussi, pas seulement à transformer, mais aussi à inventer, et à se donner aussi une visée qui est une visée éthique et politique. Alors, Étienne Klein. Oui, ce qui m'a passionné dans la première partie de votre propos, c'est le lien que vous avez établi entre l'idée de crise et le concept de progrès. Oui. Dès qu'on pense au progrès, on se met dans un état d'instabilité, finalement, qu'on peut appeler la crise. Mais vous avez dit, on ne croit plus au progrès. En fait, j'ai l'impression plutôt que notre rapport à l'idée de progrès est devenu très ambivalent. C'est-à-dire, nous faisons semblant de ne plus y croire,
mais nous paniquons à l'idée qu'il pourrait s'arrêter. Et donc, on continue à aimer le progrès, mais d'une façon négative, c'est-à-dire à l'aune de l'effroi que nous inspire l'idée qu'il pourrait s'interrompre. Et puis, est-ce qu'on nous en serions responsables. Est-ce qu'on est vraiment dans la postmodernité ? Vraiment, je suis pas compétent, mais j'ai regardé dans le dictionnaire les définitions du mot progrès. Il y en a de toutes sortes selon les dictionnaires qu'on choisit, mais elles ont en commun de proposer que croire au progrès, disons être moderne, c'est penser qu'on peut relativiser le négatif. C'est-à-dire, ce qui ne va pas, c'est ce sur quoi on peut travailler pour le transformer en son contraire, c'est-à-dire pour l'améliorer. Et il me semble que c'est cette idée-là qui est en panne, au sens où on a pris acte du fait qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'en les corrigeant, on en crée d'autres qui n'iront pas, et que ce processus est infini. Et oui, du coup, il n'y a plus de solution de continuité. Myriam Revaud-Dallon et Brice Couturier. Myriam Revaud-Dallon. Il y a en un sens, la croyance au progrès a toujours été ambivalente. Elle a toujours été compliquée et ambiguë. Hein. Je citais tout à l'heure l'expression de Kant, le progrès est une hypothèse consolante. Ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Si le progrès est une hypothèse consolante, c'est qu'on sait que, il y a quelque chose quand même qui va rester comme une inquiétude fondamentale. Donc on croit au progrès et en même temps on n'y croit pas vraiment. Et il y a aussi autre chose que disait Kant qui était extraordinaire par rapport à cette conception de l'histoire. Il disait, il faut croire au progrès, mais il faut savoir aussi que chaque individu n'assistera pas lui-même de son vivant en tant qu'individu à l'amélioration que seule l'espèce humaine, verra. Donc il y a aussi l'idée de progrès s'est accompagnée toujours d'une espèce de recul indéfini, comme une espèce d'asymptote. C'est une hypothèse indéfiniment reculée que nous ne verrons. Un horizon sans fin. Voilà, un horizon sans fin. Mais on disait, ce qui se traduisait quand même très concrètement par nos enfants vivront mieux que nous. C'était l'expression concrète de cette croyance. Sauf que ça s'est inversé, ça. Et maintenant, il y a des statistiques toutes bêtes qui disent que c'est l'inverse. Quand on fait les gens une fois, c'est vrai en Europe, c'est peut-être vrai aux États-Unis, mais il est sûr que ce n'est pas du tout le cas en Inde et en Chine. C'est juste, ni même au Brésil, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc évidemment, ça ne donne pas la même vision sur le monde. Mais c'est aussi... Et les Brésiliens nous regardent bizarrement, quoi. Voilà. Non, parce que vous connaissez, moi, ce qui me paraît intéressant je trouve formidable le bouquin de Myriam Revaud-Dallon, et je veux le dire, parce qu'il fait le point, c'est un certain nombre de pensées aujourd'hui extrêmement contemporaines. Oui, évidemment, Marc, évidemment. Mais non, ce qui me paraît intéressant, c'est en particulier ceci. La modernité voulait être la mise en critique de ce qui la précédait, à savoir la tradition. C'était la raison contre la foi, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure d'Octavio Paz. Mais il y a quelqu'un qui, en ce moment, comme Myriam Revaud-Dallon, c'est Marcel Gauchet, qui est en train de penser lui aussi cette crise de la modernité libérale, et il le fait dans les termes suivants. Enfin, je résume quatre énormes volumes en trois phrases. Marcel Gauchet me pardonnera. Il y a trois principaux acquis de la modernité qui sont aujourd'hui en ruine. C'est d'une part, il y a la victoire de l'individu qui réclame toujours plus de droits sur la société, et donc la victoire du droit sur la politique, alors qu'on a eu jusqu'à présent l'idée que c'était la politique qui menait, l'économie qui menait tout. Il y a, deuxièmement, l'effondrement de l'État-nation qui est miné par la mondialisation, par la financiarisation de l'économie et par la montée des régionalismes et de l'individu. Et troisièmement, et il faut voir quand même que l'État-nation, c'était la forme politique même de la modernité. Et troisièmement, il y a sur quoi on a insisté tout à l'heure avec Étienne Klein, mais aussi que vous avez dit Myriam Revaud-Dallon, c'est l'effondrement du discours progressiste. Parce que le discours progressiste, c'était précisément le récit, le grand récit, le narratif, comme disent les Américains, qui donnait son sens à l'aventure moderne. Or, on a miné là les trois piliers de la modernité, ce qui fait qu'on a vraiment le sentiment d'en être effectivement quelque part sorti. Je sais bien que vous n'aimez pas l'idée d'une post-modernité, mais quand même, il y a quelque part l'idée que on peut pas faire du surplace comme ça. Il y a une phrase, je voudrais juste citer une phrase de Myriam Revaud-Dallon parce qu'elle me paraît extraordinairement éclairante. Elle aime parler des métaphores, mais celle-là, elle est fantastique. C'est page 126. Nous sommes semblables à des grimpeurs sur une pente qui s'éboule. Ils doivent aller de plus en plus vite afin de pouvoir rester sur place. Oui. Formidable. Myriam Revaud-Dallon. Oui, mais si vous voulez, tout ça est absolument indéniable. Hein, donc je ne discute pas la description, je ne discute pas les constats. Hein, mais s'il s'agit maintenant de se prononcer justement sur le rapport du continu et du discontinu en histoire, parce que c'est bien la question que nous posons. Est-ce que nous sommes à un moment de rupture? Mais de quelle nature est cette rupture? Est-ce que c'est une sortie hors d'eux? Est-ce que c'est un seuil? Ça, je pense que nous pouvons faire les hypothèses, nous pouvons avoir des positions, mais nous ne pouvons pas statuer
définitivement, le présent il nous imprègne trop. Bon, voilà. Il alors moi, je préfère... Il nous aveugle quasiment. Le présentisme. Alors, voilà, c'est ça. Alors moi, je préfère... parce que là, il y a une discussion absolument fondamentale sur lesquelles, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. C'est sur le rapport entre l'espace d'expérience et l'horizon d'attente. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la relation n'existe plus ? Est-ce que ça veut dire qu'elle s'est disloquée avec le contemporain, de telle manière qu'il n'y a plus d'espace d'expérience, plus d'horizon d'attente, que ce sont des catégories complètement obsolètes? Et moi, je n'imagine pas qu'une société puisse, au fond, assurer non pas sa permanence au niveau du contenu, mais sa transmission. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse assurer la durabilité du monde commun si on ne pense pas quelque chose comme un rapport, même très compliqué, entre le passé et l'avenir. Alors peut-être faut-il aussi, de manière plus prosaïque, accorder plus de place à la collaboration et au partage. C'est ce que va soutenir entre autres Pascal Pic au Collège de France. Moi je vais intervenir sur des questions de solidarité et de partage. Enfin, le thème est le partage. Est-ce que ça signifie notamment dans les théories de l'évolution et l'évolution du groupe, et en quoi ça concerne bien sûr les entreprises? Parce qu'en effet, il y a une longue tradition qui traîne dans les théories de l'évolution, qui est celle du gène égoïste ou des intérêts des individus contre les autres. Ça, c'est une vision assez idéologique. Et d'un autre côté, il y a des conceptions qui émergent de manière plus solide aujourd'hui, qui ne décrivent pas un monde de solidarité et de gentillesse, il ne s'agit pas de ça, mais dans lequel l'entraide fait partie des mécanismes sélectifs importants, à la fois pour les intérêts des individus et du groupe. Le partage des compétences, le partage de certaines formes de solidarité face aux prédateurs ou autres, sont des facteurs qui vont d'abord bénéficier aux individus et ensuite au groupe. Pascal Pic, Myriam Revaud-Dallon. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui me gêne un petit peu dans ce raisonnement, c'est que ça ressemble à quelque chose comme une espèce de darwinisme social et qu'on transpose. Il l'a dit, il est darwiniste. Oui, d'accord. Mais et qu'on transpose d'une certaine façon les mécanismes qui assurent la vie ou la survie biologique et qui régissent l'espèce animale, et qu'on les transpose telles quelles, à la vie en société. Donc ici, nous pouvons avoir un désaccord fondamental sur les rapports entre la nature et la culture, ou entre la nature et la société. Donc c'est pas tellement des mécanismes sélectifs. Moi, je parlerai pas de mécanismes sélectifs. Je dirais, parce que parler des mécanismes sélectifs, on fait l'impasse sur tout ce qui est de l'ordre de l'organisation politique, de la visée éthique. Il y a quand même. Oui, mais puisque le politique a l'air si en panne chez nous, oui, en tout cas. On peut dire que les mécanismes politiques sont en panne, mais que la visée politique en tant que telle, elle existe toujours. Et on la cherche aussi. Alors on la cherche, mais il y a par exemple... C'est bien ça le problème. On la cherche, mais on voit bien que par exemple, il y a des formes d'organisation ou d'action qui échappent aux mécanismes traditionnels. Ce que vous dites à la fin de votre livre. Moi, je pense quand même que, je pense que tout n'est pas foutu. Étienne Klein. Oui, Brice Couturier a parlé de la panne du discours progressiste, je crois que c'est le terme qu'il a employé, et je mesure cette panne au fait que nous parlons de plus en plus d'innovation et plus jamais de progrès, ce qui d'ailleurs change la vie des scientifiques, puisque aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'innovation qu'aujourd'hui, mais on ne les pense plus en termes de progrès, c'est-à-dire une sorte de dissymétrie entre l'idée de progrès et l'innovation, et l'innovation est désormais jugée pour elle-même à l'aune d'un horizon qu'elle permettrait d'atteindre, un horizon qu'on aurait décidé à l'avance, qu'on aurait configuré, qu'on aurait même désiré. L'innovation montrerait que le progrès est en marche. Aujourd'hui, c'est plus du tout le statut qui est là, ce qui oblige les chercheurs, les ingénieurs à présenter des projets de toutes sortes, à constamment les associer à des promesses dont ils savent eux-mêmes qu'ils auront beaucoup de mal à les tenir et qui en fait n'ont plus beaucoup de sens. Quel aveu. Et ça, c'est un caractère de l'accélération. Justement, moi je travaille dans les accélérations des particules, et quand on fait le LHC, le colliseur du CERN, on peut toujours dire on veut comprendre l'origine de la masse des particules ou bien la dissymétrie entre la matière et l'antimatière, enfin des choses compliquées, ça n'intéresse personne. Et du coup on dit on va comprendre l'origine de l'univers, qui est un discours absolument intenable évidemment. Alors qu'on aimerait plutôt que vous expliquiez l'origine de la crise, une fois pour toutes. On vient de le faire. Mais il faut que ce soit un philosophe qui s'y colle. On est dans le registre. Myriam Revaud-Dallon. On est dans le registre de la performance.
cela. Enfin, je veux dire, dans une sorte de la tentative pour réaliser la performance. Qui n'est pas toujours auto-réalisatrice. Oui, mais en même temps, là, il y a un problème qui n'est pas un problème d'adaptation simplement naturelle, il y a un problème anthropologique. Brice Couturier. Je voudrais faire appel à une autre discipline que la philosophie pour essayer de nous sortir de ce gap où on est tombé là. Chez les économistes aujourd'hui, vous avez deux solutions, mais à mon avis, elles sont toutes les deux mauvaises, mais il y en a une troisième qui est peut-être la bonne. Vous avez d'une part les néoclassiques qui nous disent il faut viser la concurrence parfaite, que comme ça on va trouver une espèce d'ordre merveilleux, l'affectation optimale des ressources. Mais c'est pas tenable, il y a des déséquilibres tout le temps, on voit bien qu'ils ont tort. Il y a la solution des keynésiens qui est instaurons un déséquilibre provisoire et comme ça on retournera à une forme d'ordre qui sera merveilleux. Mais il y a surtout, à mon avis, qui est bien plus intéressante pour penser ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la pensée de Joseph Schumpeter, parce que lui, il est à la fois un économiste et un philosophe et un sociologue. Et il nous dit, en gros, nous sommes entraînés dans un, je cite, un ouragan perpétuel de destruction créatrice. C'est dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Autrement dit, la phase du capitalisme dans laquelle nous sommes entrés, c'est celle où en fait le capitalisme ne cesse, parce qu'il ne cesse d'évoluer de manière organique en interne, non pas sous l'effet de facteurs externes comme des guerres ou des trucs, mais en permanence, il se modifie parce qu'il y a des modifications techniques et il y a des modifications dans les manières de produire. Donc finalement, est-ce que finalement, c'est pas simplement on cherche un horizon là où on n'a pas. Il y a simplement une crise qui est permanente. Et Marx le disait d'ailleurs déjà dans le manifeste du Parti communiste. Oui, mais enfin, bon. Et Bruno Latour aussi. Alors. Donc c'est pas la peine de chercher le retour à un ordre stable, c'est pas la peine de chercher quelque chose qui serait une sortie de crise. Il n'y a pas de sortie de crise. Il y a simplement le capitalisme que nous passions par la fenêtre à la fin de l'émission. Qui est un ouragan perpétuel de destruction créatrice. Il ne reste pas beaucoup de temps. Destruction créatrice. À condition de bien distinguer ce qui est de l'ordre de l'analyse, disons, comme vous dites, c'est toujours le même problème, du continu et du discontinu en histoire, enfin, je veux dire, du bouleversement, de l'instabilité fondamentale, et de ne pas faire passer, je dirais, aux pertes et profits, tout ce qui est de l'ordre des problèmes sociaux, politiques, des injustices, des inégalités, c'est-à-dire de ne pas, jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, c'est ça le problème. Parce que, on peut quand même, avec le constat de ces transformations, tenter, d'élaborer une politique qui ne soit pas simplement l'adaptation immédiate à ces bouleversements conjoncturels. La dernière question, je vais la laisser à un auditeur qui nous envoie ceci. Après tout, ça ne fait pas 150 ans qu'on se pose la même question et que c'est le temps qui nous répond. Myriam Revaud-Dallon, vous avez 3 secondes. Le temps qui nous répond, c'est-à-dire, on se pose, mais quelquefois... Et le même nous dit, moi j'avais compris que sur France Culture, en écoutant France Culture, que la modernité n'existait pas, référence sans doute à l'émission de Bruno Latour. Je suis confus. Comment terminer cette émission en étant... Alors peut-être... À certains moments, il est possible que les questions que l'on se pose soient mal posées et qu'il faille en reposer d'autres. Donc c'est pas le temps qui nous répond, c'est nous qui avons la capacité de poser les bonnes ou les mauvaises questions. Myriam Revaud-Dallon, merci.